Bienvenue à Monsieur Zulkifou Barizi. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Non, ça va aller. D'accord. Alors, nous allons aborder comme thématique de ce panel numéro 3, le traitement des données personnelles, le code du numérique et la pratique. Bien sûr. Alors, pour annoncer, enfin, pour créer le décor de cette thématique-là, je vais faire une petite analyse. On est bien d'accord, s'il y en a qui ne peuvent se plaindre d'être désœuvrés par les temps qui courent, ce sont bien les entreprises de développement web. Suivant le courant de l'ère numérique, chaque entreprise s'empresse d'avoir un site Internet afin d'affirmer sa présence dans l'écosystème numérique. Les sites de vente en ligne ont explosé par ce fait et la collecte des données à caractère personnel s'en est suivie au même rythme. Pourtant, 90% de ces sites béninois actifs à ce jour violent le code du numérique. Ils n'affichent pas de mention légale et ne sont pas déclarés auprès de l'autorité compétente. Or, le code du numérique est entré en vigueur le 20 avril 2018 et s'applique à toute entreprise publique ou privée exerçant sur le territoire de la République du Bénin. Des activités pouvant entraîner la collecte, le traitement et le stockage des données personnelles. Il s'agit donc d'être en mesure de prouver à n'importe quel moment que les données à caractère personnel sont protégées et que la vie privée du client également est protégée. La simple déclaration à la PDP ne suffit donc plus. Ce code met l'entreprise face au défi de la cybersécurité. En quoi consiste le traitement des données personnelles? Quels sont les impacts du traitement des données personnelles? Comment s'y préparer? Quel est le plan d'action à mener? Des questions concrètes auxquelles répondra ce panel, auxquelles vous devez répondre également. D'accord. Donc, voilà un peu ce qu'il en est et on voudrait bien avoir votre avis d'expert sur la question. Ok, merci. Merci déjà. Sur cette question de traitement de données à caractère personnel, déjà avec les dispositions du Code du numérique, parce que bien avant cela, les choses se faisaient déjà. Dans la création des solutions informatiques, ces questions de dispositions à prendre et tout, de canevas à suivre pour le respect des données personnelles de l'utilisateur, c'est des choses qui étaient là, mais bon, pas vraiment totalement cadrées. Maintenant, l'avènement du Code du numérique a vraiment mis des points sur des choses à vraiment respecter. Et nous, en tant que développeurs, on a obligation de respecter ces différents points-là et nous le faisons le mieux. Voilà. Alors, rapidement, pouvez-vous nous énumérer quelques-uns de ces points-là primordiaux à respecter? Très bien. Il faut le dire, bon, sans pour autant peut-être vouloir parler du cabinet Lay Better Consulting. Avant le cabinet Lay Better Consulting, par exemple, j'avais travaillé avec certains clients et tout, certaines entreprises et tout. Mais quand on met en place des solutions informatiques, quand on met en place même des sites web, des applications mobiles, c'était avec le cabinet que j'avais commencé même pas à découvrir qu'il y avait un certain nombre de procédures juridiques qui devraient suivre la mise en place de tout ce qui est système informatique. Parce que eux autres, ils sont déjà dans le domaine de la législation et donc il y a un certain nombre vraiment de procédures et tout à suivre pour pouvoir déclarer et pour pouvoir respecter également les dispositions. Donc, entre autres, par exemple, les politiques de confidentialité et tout, sur lesquelles il faut préciser avec la clarté la plus nette possible à l'utilisateur que telle donnée est prise et cette donnée qui est prise là, elle est prise pour faire telle et telle chose. Et tout en le précisant, bien entendu, lorsque cette donnée-là est stockée sur un serveur, l'origine du serveur, si c'est là où le serveur se trouve, les conditions et tout. Donc, tous ces détails, par exemple, doivent figurer dans les conditions générales d'utilisation, dans les politiques de confidentialité et tout de la structure. Et ça, par exemple, le Code du numérique impose là à tout ce qui est système informatique qui désormais doit être online. Vous voyez. Et par exemple, pour avoir ces éléments-là, il faut nécessairement faire appel à des experts. Il faut nécessairement faire appel à des experts qui sont
forcément des juristes du numérique, je les appelle tels, des juristes du numérique pour qu'ils puissent rédiger et mettre en place tous les articles qui vont avec. D'accord, merci. C'est vrai, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Là, nous sommes en train de parler de droit. Donc, on fait référence à la législature. Elle n'est pas là pour sanctionner, mais plutôt pour protéger. Ne pensez-vous pas qu'il y a un souci, un manque de communication, je vais dire, autour de ces règles-là? Parce que bon nombre de jeunes entrepreneurs, surtout, puisqu'on parle d'éclosion d'entreprises web, beaucoup d'entre eux, ces entrepreneurs-là, ne maîtrisent pas ces règles-là. Comment pensez-vous régler ce petit souci? Ça, c'est déjà intéressant. J'avais commencé par prendre l'exemple du cabinet Lay Better Consulting, par exemple, qui, eux, ils avaient fait déjà toutes ces démarches-là parce qu'ils connaissaient déjà la procédure. Parce qu'ils savent, en tant que juriste, que pour le faire, il faut ci, il faut ci, il faut ci. Mais par exemple, des entreprises qui ne s'y connaissent pas et qui nous sollicitent en tant que dev pour leur mettre en place leur système d'information et tout, lorsque nous le faisons et que nous leur recommandons, par exemple, de faire la procédure pour tout ce qui est juridique et tout, lorsqu'ils voient que la procédure est longue ou bien que ça leur prendra encore de l'argent que de consulter un juriste pour rédiger les documents et tout, bon, malheureusement, ce n'est pas pour ça que nous on refuse de leur mettre en place leur système d'information. Donc, de l'autre côté, on essaie quand même de leur parler de ce que cette chose, elle est importante. C'est important pour vous d'avoir de telles choses parce que ça vous protège, ça vous protège, c'est simplement ce qu'il faut dire. Ça vous protège contre toute autre attaque et tout. Mais de l'autre côté également, s'ils ne le mettent pas en place, bon, je pense que ça revient à eux. Ça revient à eux. Donc, pour en revenir à votre question, la question de sensibilisation réellement doit vraiment continuer surtout à l'endroit des entreprises, pour leur faire savoir qu'au moins ces dispositions, ces conditions et tout qui sont mises en place et auxquelles on les appelle, c'est pour leur bien, c'est également pour sécuriser leurs utilisateurs et tout. Voilà. D'accord. Je m'en vais vous poser la question de savoir quelles sont les modalités de mise en place des registres de traitement de données personnelles, en tout cas en République du Bénin. Les modalités de mise en place. Oui, des registres de traitement de données personnelles. Ok. Déjà, la mise en place de registres de traitement de données personnelles, tout cela, pour le traitement, par exemple, des données personnelles, tout ce qui concerne la partie technique de ces modalités de traitement de données personnelles, nous autres recommandons carrément à l'entreprise de consulter le juriste du numérique, comme je les appelle, le juriste du numérique pour s'en occuper, parce que tout ce qui est article, tout ce qui va avec, c'est des choses très subtiles. Nous autres n'allons pas nous occuper et du code informatique et également de ces articles-là. D'où d'ailleurs l'importance d'avoir déjà des juristes qui sont carrément spécialisés en la matière et qui s'occupent de ça. Bien entendu, ces juristes travaillent avec nous parce que ces données qui veulent être protégées, c'est nous les récoltons. Les juristes ont besoin de savoir à quel moment nous les récoltons, comment nous récoltons ces informations et également comment nous informons l'utilisateur de ce que cette donnée qui est collectée, elle sera utilisée et elle sera utilisée peut-être pour tel ou tel fait et également des informations liées au serveur. Le serveur sur lequel on stocke ces informations-là, nous fournissons également toutes ces informations aux juristes du numérique qui s'occupent également de tout ce qui est procédure après. Voilà. En attendant que M. Iman Lekoyo, représentant de l'APDP, nous rejoigne, et tout à l'heure, il y aura aussi M. Andrea Martelletti en visioconférence. On va lancer le débat avec les participants dans la salle. Si vous avez des questions à adresser à M. Barizi sur notre thématique, n'oubliez pas le traitement des données personnelles, le code du numérique et la pratique. Alors, le micro est à vous pour vos questions. Nous allons demander à nos charmantes hôtesses de bien vouloir recueillir les questionnaires. On va prendre le monsieur là devant pour commencer. Je tiens d'abord à vous remercier
C'est un réel plaisir pour moi de vous suivre et de vous savoir aussi motivé par rapport au thème. Je m'appelle Herman Viro, je suis juriste et web entrepreneur. J'ai entendu M. Barizi, si c'est bien ça, se prononçant en disant à chaque fois, nous laissons en fait la tâche à ces juristes numériques, ou du moins à ceux du numérique, juristes du numérique. Mais je voudrais en fait savoir qu'en est-il réellement de la pratique? C'est la question. Merci. Merci. Avant de répondre à votre question, nous allons souhaiter la bienvenue à M. Irman Lekoyo, représentant de l'APDP qui nous a rejoints. Je vais laisser M. Barizi répondre rapidement à votre question avant de passer la parole à M. Lekoyo. Merci. Ok, merci. Qu'en est-il de la pratique de... Bon, je n'ai pas très bien compris la question. La pratique de... C'est-à-dire la collecte même de l'information, c'est ça? Ok, la partie du traitement des données personnelles. Ok, parce qu'une chose est de collecter ces données-là, une chose est de pouvoir les utiliser. Oui, bien entendu que tout cela fait partie des conditions qui doivent être notifiées clairement à l'utilisateur pour lui dire que lorsque nous collectons votre numéro de téléphone, nous allons nous en servir pour faire telle chose de manière très précise. Ça, on se doit de le dire à l'utilisateur. Et je pense que le spécialiste de l'APDP est là, il va certainement apporter de clarification sur ce point parce qu'eux également, ils insistent sur l'usage qui est fait de ces données-là. J'ai eu la chance de participer à des séances d'entretien avec eux à l'APDP. Ils insistent surtout sur l'usage qui est fait des informations. Et à chaque information qui est prise de l'utilisateur, il faut dire à quelle fin cette information-là sera utilisée. Donc, de l'autre côté, pour dire, dans la pratique, déjà en récoltant ces informations, c'est pas par exemple dans l'application mobile, lorsque vous vous inscrivez, qu'on vous dit que votre nom ou bien votre numéro de téléphone sera pour faire tel. Non, non, non. Ces différentes conditions-là, ces différentes informations sont consignées dans les politiques de confidentialité, les conditions générales d'utilisation. Et là, ces conditions sont disponibles à vous pour lecture et tout. Voilà. Merci, M. Barizi. Je vais à nouveau souhaiter la bienvenue à M. Lekoyo. Alors, je vous laisse la parole pour votre keynote sur notre thématique. Ok, merci beaucoup. Bon, tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses à tout le monde pour le retard. Bien. Tout à l'heure, je pense qu'au niveau de tout le monde, c'est clair la notion de données à caractère personnel, si on n'a pas de nouveaux intervenants, de nouveaux invités du moins. Bien. Maintenant, vu le risque auquel nous sommes exposés par rapport à l'exposition de notre vie privée, par rapport à ceux qui collectent nos données à caractère personnel, il y a une loi qui réglemente cela. En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, c'est dans son livre 5e, nous l'avons dit. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? On en parle maintenant. Comment est-ce que les participants pourraient poser cette question avant que je ne parte? Que fait l'APDP concrètement? Donc, vous aurez à travers mon exposé, vous aurez une idée de ce que l'APDP fait. Bien. Lorsqu'on parle de l'APDP, c'est quoi? Autorité de protection des données à caractère personnel. Donc, notre rôle fondamental, c'est de veiller à l'application du livre 5e qui régisse la collecte des données à caractère personnel. L'APDP est composée de 11 membres, dont 3 magistrats, 3 députés, 2 informaticiens désignés par l'Assemblée nationale, dont moi et mon collègue Abou Seydou, qui n'a pas pu prendre part à ce panel. Nous avons un avocat désigné par ses pairs et un membre du Conseil économique et social. Ensuite, le président de la République aussi désignant une personne. Tout ça pour vous dire simplement, le conseil de l'APDP n'est pas régi par une seule personne. Ce n'est pas le président qui désigne quelqu'un pour gouverner l'APDP. Ces 11 conseillers, en leur sein, vont faire un vote pour désigner le président, le vice-président et le secrétaire du bureau. Donc, je suis également le secrétaire du bureau de l'APDP et en même temps le porte-parole de l'autorité. Là, voici une brève présentation de l'APDP. Bien, nos missions. Nous avons pour mission principale
d'informer le public de ses droits. Autre mission, veiller à ce que les responsables de traitement, ceux qui collectent les données, respectent les dispositions de la loi. Nous sensibilisons également. Et la loi nous a donné des pouvoirs de sanction en cas de violation des tests ou bien en cas de violation de la vie privée, en cas de non-respect des dispositions de la loi. Bien. Que dit la loi? C'est simple. On dit toute personne qui traite des données à caractère personnel, peu importe ce que vous faites, lorsque vous touchez à ce que nous appelons données à caractère personnel, vous êtes sous le coup du livre 5e et vous devez faire des formalités à la PDP. Vous devez avoir notre autorisation pour faire les traitements que vous envisagez. Je l'ai dit précédemment, pour nous saisir, il y a plusieurs modalités. Modalité de déclaration de votre traitement. Lorsque vous collectez des données dites simples, lorsqu'on n'a pas des données sensibles comme les données génétiques, les données de santé, l'opinion religieuse, ethnique, etc. Lorsque ces données, vous ne traitez pas ces données au quotidien en point digital, le traitement que vous faites une déclaration à la PDP. Mais lorsque vous rentrez dans le cas des données sensibles, vous demandez l'autorisation de la PDP avant de mettre en œuvre le traitement. Ensuite, vous nous saisissez pour avis. Quelque chose s'est passé, est-ce que tel responsable de traitement a eu l'autorisation de la PDP pour mettre en œuvre son traitement? On a violé votre vie privée, vous pouvez nous saisir pour porter plainte ou pour demander avis. Voilà les quelques missions de la PDP. Maintenant, lorsque un responsable de traitement nous saisit par rapport à sa demande, il y a des principes fondamentaux que nous vérifions. Nous mettons l'accent sur la première des choses. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que nous appelons la finalité du traitement. Et c'est par rapport à cette finalité que nous allons voir de quoi as-tu besoin pour faire ce traitement. Par exemple, pour être participant à cet atelier, on a collecté vos données, tout au moins nom, prénom. La finalité, c'est l'identification peut-être des participants au fin de leur établir un badge. Bien, si au préalable, le cabinet Leibetteur nous a saisi par rapport à ça et dit, je veux prendre l'empreinte digitale, ou bien j'ai besoin des données de santé de ces participants. On dit la finalité, c'est pour identifier la personne. On nous a demandé, est-ce que vous avez besoin, à quoi vont servir les données de santé? À quoi va servir l'empreinte digitale de la personne? Donc nous dirons en ce moment que ces données ne sont pas nécessaires par rapport à la finalité envisagée. Et tout traitement mis en œuvre doit avoir une licéité. Lorsque nous parlons de licéité, c'est la base légale du traitement. Et le code numérique a fixé quand est-ce qu'un traitement mis en œuvre est dit légal. Le premier et le puissant, nous avons 6 conditions, mais il y a un qui est fondamental, c'est le consentement de l'intéressé. Et lorsqu'on parle de consentement, ce n'est pas nouveau. Voyez-vous, 2 personnes qui se sont rencontrées, se sont vues, ont tout fait, même ont fait des enfants, même devant le maire, on leur pose la question, voulez-vous prendre telle personne pour... Donc, on demande encore le consentement là. Aujourd'hui, c'est nos données personnelles. Donc, la loi dit, lorsque vous voulez collecter une donnée sur quelqu'un, vous devez prendre son consentement. Donc, à part la finalité, nous voyons, est-ce que la personne a respecté ces conditions? Si oui, d'accord. S'il ne requiert pas le consentement de la personne, c'est forcément qu'il y a une obligation légale qui le lui impose ou une obligation contractuelle. Vous êtes agent quelque part, vous travaillez dans une maison, vous avez un employeur, le lien qui vous lie, c'est les relations contractuelles. Et il y a certaines données que l'employeur peut collecter dans ces conditions qui sont réglementées par le Code du travail et les déclarations salariales. Donc, ces traitements, ces données qui sont collectées, on parle dans ce cas, la base légale, c'est une relation contractuelle entre vous et l'employeur. Même si, comme je le disais, même s'il n'y avait pas une base légale, la personne, s'il requiert votre consentement avant de mettre en œuvre le traitement, cela vous est... Il a respecté le principe de licéité du traitement. Autre chose, la loi dit, toute donnée à caractère personnel collectée a une durée de vie. La durée de vie dépend de la finalité. Lorsque la finalité est atteinte, cette donnée ne doit plus exister. J'ai donné mes données pour participer à cet événement. L'événement est achevé. Ces données deviennent quoi? Normalement, l'identification, on a fini l'événement. Nos données que nous avons servies, le cabinet Leibetteur doit supprimer cela. Donc, lorsqu'on saisit, c'est tout ça que nous vérifions. Maintenant, si le responsable du traitement veut conserver plus longtemps ces données, il doit justifier cela. Et qu'est-ce qui doit être fait après? Si, par exemple, on quitte ici, et après, le cabinet Leibetteur me fait de la publicité sur son master,
Là, sans avoir fait la formalité à la PDP, on parlera de détournement de finalité. Mais s'il a fait la formalité, et si au moment où nous nous enregistrons, on nous dit oui, vos données seront utilisées à d'autres fins, à tel fait, on dit oui, on répond, on a donné notre consentement, ce traitement est licite. Il n'est plus sous le coup de la loi. Au-delà de ça, nous veillons à ce que les droits connus à la personne concernée soient respectés pour les traitements. Au nombre de ces droits, le premier droit, c'est le droit à l'information. Je veux prendre vos informations, je dois vous dire pourquoi je collecte ces informations. Les conditions de stockage de ces informations. Pendant combien de temps j'en ai besoin? Et si je finis, quelle sera la suite? Est-ce que je vais supprimer ces données ou les archiver? La personne, le responsable du traitement doit veiller à cela. Et la PDP, lorsque vous nous saisissez par rapport à ces différentes formalités, c'est les points sur lesquels nous mettons l'accent. Le droit de suppression. À tout moment, quelqu'un prend mes données, je dois pouvoir lui dire, je ne veux plus que tu conserves ces données, supprime-les. Ou lorsqu'on me demande mes données, le droit d'opposition, je m'y oppose. Entre autres, nous avons aussi le droit à la portabilité. Lorsque une personne détient vos données et vous avez besoin d'utiliser ces données ailleurs, vous pouvez lui dire, donne-moi une copie de ces informations. Et il a l'obligation de vous les transmettre. Aussi, il y a le volet sécurité et confidentialité des données. Comment est-ce que le responsable de traitement conserve ou quelles sont les mesures de sécurité mises en place? Là, on vérifie la confidentialité. Si, par rapport à certaines données dites sensibles, est-ce que c'est prévu qu'on crypte, qu'on chiffre certaines informations? L'intégrité des données. Qui a accès aux données? Est-ce que les données sont dans certaines conditions qui leur permettent, qui empêchent que toute personne qui n'a pas accès ne puisse pas faire des opérations sur ça? Et aussi la disponibilité des informations. Vous avez le droit d'accès à vos informations. Et que demain, vous saisissez le responsable du traitement et dit qu'il a perdu ses données. Tout ça, c'est des violations. Il doit prendre les dispositions nécessaires pour garantir 3 choses en matière de sécurité. Fondamentalement, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Je n'ai pas fini. Je sais que vous n'avez pas fini. Le débat est très intéressant. C'est normal que vous ne puissiez pas finir. Nous allons quand même vous interrompre quelques minutes pour prendre M. Andrea Martelletti en visioconférence. Il est consultant à l'organe de règlement général de la protection des données, RGPD, Data Protection Officer, DPO, c'est-à-dire délégué à la protection des données. Il est également certifié CNIL et Certified Information Privacy Professional, délégué à la protection des données. Il accompagne les entreprises dans leur mise en conformité réglementaire, essentiellement en lien avec le RGPD. Il a audité et a été DPO externalisé et a formé en tout toute une centaine d'organismes de secteurs très variés, banques, établissements de santé, collectivités, bailleurs sociaux, établissements scolaires, transporteurs, brokers, pour ne citer que cela. Il va intervenir en nous donnant son regard d'expert sur le consentement et la prospection commerciale en matière de traitement des données personnelles. Si la régie est prête, si elle est prête, nous sommes prêts. Parce qu'on vient d'interrompre M. Lekolo dans son élan. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, M. Martelletti. Bonjour. Vous m'entendez bien? Moi, je vous entends. De mon côté, tout est bon. D'accord, nous vous recevons également. Parfait. Est-ce que vous avez le PowerPoint en diffusion en ce moment? Non, nous avons besoin du PowerPoint, s'il vous plaît. Ou alors, je ne sais pas hein, si vous me voyez ou pas, ou je ne vois pas votre écran, donc il faudra me dire si vous avez la présentation disponible ou pas. Alors, je vois l'écran, parfait, et je me vois, donc vous me voyez. D'accord. De toute façon, vous pouvez lancer votre exposé. Je pense que le PowerPoint va suivre. Très bien. Donc aujourd'hui, je vais effectivement vous parler quelques minutes de prospection commerciale, Oui. donc de RGPD et aussi de la directive e-privacy hein, qui va avec. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui, en Europe, hein, de manière générale, et vous le savez, en Europe, le sujet de la protection des données est relativement avancé
par rapport à d'autres territoires dans le monde. Donc c'est un sujet très prégnant en Europe. Et je vais vous donner quelques éléments que je suis allé piocher dans le rapport annuel de la CNIL, la CNIL, hein, qui est le contrôleur français de la protection des données. Donc je suis sur la slide d'après. D'accord, nous vous suivons. Voilà. Donc en France, sur l'année dernière, hein, il y a eu beaucoup de demandes de particuliers à cette autorité de contrôle. Et on remarque que la majorité des demandes, c'est-à-dire des plaintes hein, qui sont formulées, concernent des secteurs dans lesquels il y a beaucoup de prospection commerciale. Donc ce qui tend à vouloir dire que la prospection est un sujet qui génère des plaintes auprès du régulateur. Dans les droits que les personnes exercent auprès des entreprises et auprès de la CNIL, la prospection commerciale est également un sujet qui revient très souvent. Et de la même façon, il y a 11% des internautes, à l'occasion d'un sondage, qui ont dit que c'est la prospection commerciale qui avait fait qu'ils s'intéressaient aujourd'hui à la protection des données. C'est-à-dire que, très clairement, hein, les spams que l'on reçoit ou les centaines, voire milliers d'emails de prospection que l'on reçoit chaque année, finissent par nous agacer, et c'est ça qui fait qu'on s'intéresse à la protection des données, et donc c'est ça qui fait potentiellement hein, que l'on peut porter plainte contre une entreprise parce que ça nous dérange. Voilà, c'est un vecteur important de plainte, vous le voyez, 14,7% auprès de la CNIL, donc le régulateur français. Pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi très prégnant, la prospection, en ce moment parce qu'on est toujours en attente d'une harmonisation. Je vais vous laisser passer à la slide suivante. D'où est-ce que nous vient la réglementation par rapport à la prospection commerciale? Elle nous vient des années 2000, en fait, d'une charte de droits fondamentaux de l'Union européenne qui nous dit deux choses. Elle nous dit, dans son article 7, que toute personne a le droit au respect de ces communications. Et c'est ensuite la directive e-privacy, vous le voyez en 2002, qui est venue donner un cadre pour ça. Et de l'autre côté, on a un article 8 qui nous dit que toute personne a droit à la protection de ses données à caractère personnel. Et ça nous donne le RGPD. Donc on a deux notions. On a la protection des données personnelles et on a la protection des communications. Et on voit déjà que, aux yeux de l'Europe en tout cas, hein, ce sont des droits fondamentaux, puisque ça apparaît dans la charte des droits fondamentaux. Donc on parle vraiment de sujets très importants, hein, de vrais sujets de société. Donc je vous disais à l'instant hein, que ça existe depuis longtemps, du coup, hein, nous sommes en 2020, bientôt 2021, donc ça fait plus de 20 ans qu'on a une réglementation sur la prospection commerciale. Mais pour autant, aujourd'hui, ça n'est pas clair et on ne sait pas exactement ce qu'on a le droit de faire ou pas. En tout cas, on constate que les entreprises sont pas mal en difficulté sur le sujet. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a justement deux textes qui sont enchevêtrés sur le sujet. On a la directive e-privacy qui nous dit, et elle ne s'occupe que de la prospection commerciale, qu'il faut forcément avoir un consentement. Et bien sûr, je vais vous expliquer dans un instant ce qu'est le consentement. Et le RGPD, quant à lui, il nous dit, moi je m'occupe de tous les traitements, pas uniquement de la prospection commerciale. Et le RGPD vous dit, moi le consentement n'est pas obligatoire. Donc les entreprises sont parfois perdues. Je fais de la prospection, est-ce qu'il me faut le consentement? Si je lis le RGPD, j'ai l'impression que non. Si je lis e-privacy, j'ai l'impression que oui. Et bien sûr, la vérité est entre les deux. Et je vous l'exposerai bien sûr tout à l'heure. Donc je poursuis avec tout de même un point positif hein, dans l'enchevêtrement de ces textes. Et bien sûr, je ferai tout à l'heure hein, le parallèle avec votre réglementation locale. Ces deux textes, heureusement, ont la même définition du consentement. Et donc je vais la partager avec vous, c'est sur la slide juste après. Un consentement, pour qu'il soit valable juridiquement, il doit répondre à 4 conditions qui sont données par les textes. Tout d'abord, un consentement doit être libre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je vous dis vous devez consentir, sinon vous n'avez pas le droit d'obtenir telle chose, alors évidemment ça n'est pas libre, c'est du chantage. Par contre, je peux tout à fait hein, vous dire, si vous acceptez la prospection, je vous donnerai un avantage supplémentaire, ça j'ai le droit. Mais je n'ai pas le droit de vous enlever quelque chose de base. Imaginons, vous êtes dans votre banque
et votre banquier vous dit, est-ce que vous acceptez la prospection? Si vous n'acceptez pas, la carte bancaire vous coûtera 10% plus cher. Ça, c'est interdit. Par contre, et la nuance est mince, si votre banquier vous dit, si vous acceptez, je vous ferai 10% de réduction, ça, c'est autorisé. Il va vous inciter, mais ça n'est pas du chantage. Ensuite, le consentement doit être spécifique. Spécifique signifie qu'on doit vraiment consentir pour quelque chose de précis, et donc on ne peut pas, par exemple, consentir en acceptant un gros contrat. Vous connaissez plein d'organismes qui vous font signer des contrats qui font plein de pages. Ils n'ont pas le droit de cacher au milieu le consentement à la prospection commerciale. Il faut que ce soit spécifique. Le consentement doit ensuite être éclairé. Il doit être très clair pour vous que vous allez recevoir de la prospection. Et enfin, le consentement doit être univoque, c'est-à-dire qu'on ne doit avoir aucun doute que vous avez voulu consentir. Donc il faut un acte clair. Par exemple, vous avez déjà tous vu qu'on peut cocher des cases pour dire qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas sur les sites internet de recevoir des newsletters, de la prospection, etc. Donc heureusement, cette définition est la même. Et moi, ce que je peux conseiller aux organismes, en plus des critères légaux, c'est d'avoir un consentement avec de la granularité. Donc ça, je vous l'ai écrit, ça n'est pas une obligation légale, mais je le conseille fortement aux entreprises. Qu'est-ce que c'est la granularité? C'est le fait de distinguer le consentement que je demande en fonction de la prospection que je veux faire. Je m'explique. Aujourd'hui, on peut faire de la prospection par email, par téléphone, par SMS, par automate d'appel, par courrier postal. Il y a beaucoup de moyens de faire de la prospection et je suis sûr que vous avez déjà tous reçu des publicités par tous ces biais-là. Si vous demandez un seul consentement, vous dites je veux vous envoyer de la prospection par tous ces canaux-là, email, téléphone, etc. Si la personne vous dit oui d'un coup, alors quand elle vous dira non, ça voudra dire non d'un coup. Donc il faudra tout arrêter en même temps. Alors que si vous demandez est-ce que vous êtes d'accord pour les emails et est-ce que vous êtes d'accord pour les SMS, alors vous aurez deux morceaux de consentement. Et si la personne dit non au SMS, vous pourrez continuer sur les emails. Et donc ça, pour les entreprises, c'est très important. Ça permet de ne pas vider totalement la base de prospection. Ensuite, le consentement, et encore, c'est des détails en plus qu'on a dans la réglementation européenne, et là, vous allez voir, ça change un petit peu par rapport à votre réglementation locale. Ce consentement, on doit l'adapter en fonction de la cible. La première cible, celle que j'appelle B2C, c'est-à-dire business to customer, donc le professionnel vis-à-vis de son client, ce consentement-là, il doit être un consentement d'opt-in. Opt-in. C'est-à-dire qu'on doit effectuer une action pour vraiment dire oui. Donc si je ne vous ai pas clairement dit oui, ça veut dire que non, je ne veux pas de votre prospection. Et il y a une seule exception, et vous allez le voir, ça témoigne de ce que je disais tout à l'heure, que c'est un sujet tout de même un petit peu complexe. Il y a une exception à cela, qui s'appelle l'exception des produits analogues. Si celui à qui vous voulez envoyer de la prospection est déjà votre client, que vous lui avez déjà vendu quelque chose, par exemple un livre, alors vous n'avez pas forcément besoin d'un vrai consentement opt-in. Vous avez le droit de lui envoyer de la publicité, par exemple, par rapport à un album de musique. Parce qu'un livre et un album de musique, c'est de la culture, c'est similaire. Par contre, vous n'avez pas le droit, sans consentement, de lui proposer d'acheter une voiture. Parce qu'un livre et une voiture, ça n'a rien à voir. Donc voilà le principe pour les particuliers. Maintenant, entre professionnels, c'est-à-dire business to business, le fonctionnement n'est pas le même en Europe. En Europe, on n'a pas besoin du consentement préalable, on doit simplement avoir dit aux professionnels qu'on allait faire de la prospection, et donc finalement, c'est au professionnel de nous dire non. On ne doit pas lui demander s'il est d'accord, c'est à lui de nous dire non. Il y a tout de même des conditions, vous le voyez en dessous. Ma prospection doit être en lien avec l'activité du professionnel. C'est-à-dire que si mon client professionnel est par exemple un plombier et que j'essaie de lui vendre un yacht, ça n'a rien à voir avec son métier, donc je n'ai pas le droit. Et on a là une différence majeure avec la réglementation locale, qui, vous le savez, reprend beaucoup de choses de la réglementation européenne, et c'est normal,
puisqu'en Europe, le sujet est traité depuis plus longtemps. La différence majeure, c'est que vis-à-vis des professionnels, vous n'avez pas cette obligation-là. Donc pour les particuliers, dans le code du numérique, c'est pareil pour vous aujourd'hui, mais vis-à-vis des professionnels, vous n'avez aucune règle. Donc aujourd'hui, si vous êtes une entreprise et que vous travaillez uniquement avec d'autres entreprises, vous pouvez pour le moment prospecter comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est un avantage qui n'existe plus en Europe depuis un certain temps. Je vous laisse passer sur les écrans suivants, sur lesquels voilà, j'avais noté ça en rouge. Je fais une petite aparté sur la slide d'après, sur les cookies. Malheureusement, je n'ai pas pu vous suivre toute la journée, donc peut-être que vous en avez déjà parlé un petit peu aujourd'hui. Je vais simplement faire une pause de quelques secondes sur le sujet. Vous connaissez donc les cookies qui se déposent sur votre navigateur Internet lorsque vous surfez sur Internet, justement. Il faut bien comprendre que lorsqu'on fait de la prospection, le consentement, lorsqu'il est obligatoire, il s'applique à toutes les données que vous allez utiliser pour faire de la prospection. Et vous le savez peut-être, aujourd'hui, les entreprises qui font beaucoup de prospection recueillent bien sûr des adresses e-mail, des noms, des prénoms sur leur site internet, mais ils recueillent aussi les habitudes de leurs prospects grâce à des cookies. Donc ça veut dire que si j'ai cette pratique-là, je dois aussi avoir demandé le consentement pour déposer les cookies que je vais ensuite utiliser à des fins de prospection commerciale. Donc la prospection, c'est un sujet tout de même un peu tentaculaire, qui demande vraiment de s'y mettre à tête reposée. Ça n'est pas si simple que ça. Je vous propose sur la slide d'après un tableau qui récapitule les différents types de consentement qui existent. Et je vous ai mis en rouge les types de consentement qui ne sont jamais autorisés, que ce soit chez vous ou chez nous en Europe. Vous vous amuserez peut-être dans quelques temps si vous retenez ça. Essayez de voir sur les sites internet lorsque vous achetez des choses que beaucoup de sites internet ne respectent pas les conditions que je vous ai mis là dans ce tableau. Donc le principe de base pour les professionnels et pour les particuliers, en tout cas pour les professionnels lorsqu'on n'est pas dans l'exception de l'opt-out que j'évoquais tout à l'heure, le principe de base c'est un opt-in, c'est-à-dire qu'il faut par exemple une case à cocher pour dire oui, j'accepte la prospection. L'inverse de l'opt-in, ou le pendant interdit, en tout cas c'est l'opt-in passif, c'est-à-dire qu'il y a une case mais elle est déjà cochée. Et ça, on le voit beaucoup sur les sites internet, la case déjà cochée, et pourtant c'est interdit. Et l'autre principe, donc c'est l'opt-out. Opt-out actif, ça veut dire que je coche la case pour dire non. Donc ça, c'est ce qui se passe le plus souvent en Europe pour les professionnels. Le professionnel doit cocher s'il ne veut pas être dérangé par la prospection. Et donc ça, chez vous, ça n'existe pas. On n'a pas besoin de demander l'avis des professionnels. Et l'opt-out passif, donc qui lui, en Europe est totalement interdit. Donc là, on ne met même pas de case, on ne demande pas l'avis et on envoie de la prospection sans demander. Donc voilà pour ce récapitulatif. Pour terminer, quelques mots et après je vous laisserai poursuivre le débat que vous aviez. Ce consentement, une fois qu'on l'a, bien sûr on peut être content parce que vous l'avez vu, c'est un petit peu compliqué à récolter. Eh bien il faut aussi savoir le retirer, le consentement. Donc je vous laisse passer à la slide suivante. Et on a aussi des conditions pour retirer ce consentement correctement. On va retrouver en fait tous les principes de tout à l'heure. Dans le retrait du consentement, il doit aussi y avoir la liberté. Donc si vous demandez à une entreprise d'arrêter de faire de la prospection, elle ne peut pas vous menacer, elle ne peut pas vous dire « attention, si vous refusez, maintenant la carte bancaire », pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, va vous coûter plus cher. Ça, c'est interdit. Le retrait de votre consentement doit être simple aussi. Vous avez peut-être déjà vu des sociétés qui vous disaient « si vous voulez arrêter la prospection, il faut écrire un email à telle personne, ça prend du temps, il faut cliquer sur plusieurs boutons ». Ça, on considère que c'est trop compliqué. Normalement, et beaucoup de sociétés le font aujourd'hui, il doit suffire d'un clic. Je clique sur un bouton et ça y est, je ne suis plus prospecté.
Et la désinscription à la prospection, le retrait du consentement doit être rapide. Encore la semaine dernière, je me suis désinscrit d'une publicité et la société écrivait que ça pouvait prendre jusqu'à 1 mois pour que j'arrête de recevoir de la publicité. C'est beaucoup trop long. La moyenne que l'on estime acceptable, on va dire en Europe, c'est plutôt 24-48 heures. Si on veut plus longtemps que ça, il faut pouvoir le justifier techniquement et c'est très compliqué. Et enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est tout à fait dans votre intérêt, quand vous êtes une entreprise, de savoir enlever le consentement de façon flexible, c'est-à-dire d'enlever le consentement, par exemple, sur le SMS, mais pas sur l'email. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors moi, je ne vois pas sur mon écran, si vous avez vu la slide dont j'étais en train de parler, c'était la slide 12, mais je suppose que les supports vous seront mis à disposition de toute façon. Et pour terminer, le mot de la fin en slide 13, le jour où vous aurez réussi à appliquer tous les principes dont je viens de parler par rapport au consentement, si vous souhaitez aller plus loin, voilà à quoi les régulateurs européens vous invitent à travailler. Ils vous invitent à, donc slide 13, limiter la validité du consentement dans le temps. C'est-à-dire que normalement, un consentement, si vous le demandez aujourd'hui, il ne sera plus valable dans 10 ans. Parce qu'en 10 ans, la personne a pu changer d'avis. Donc, on recommande d'avoir un consentement limité dans le temps. Par exemple, un consentement qui dure 2 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler la première fois pour l'obtenir. Et au bout de 2 ans, il faut le demander à nouveau. Si la personne ne répond pas ou refuse, alors il faut arrêter de prospecter. Donc ça, aujourd'hui, ça n'est pas obligatoire. C'est une recommandation quand on veut aller plus loin dans la conformité. Et enfin, ce que vous dit aussi l'Europe, et donc probablement que dans quelques mois ou dans quelques années, il y aura les mêmes recommandations en République béninoise, c'est de ne pas demander un consentement trop souvent. C'est-à-dire que si aujourd'hui je demande votre consentement et que vous refusez, il ne faut pas que je vous le redemande encore demain, après-demain, dans une semaine, jusqu'à que vous craquiez. Si je vous demande et que vous dites non, je dois attendre un certain temps. Et en Europe, on dit qu'une bonne durée, c'est 2 ans, avant de venir vous déranger à nouveau pour avoir votre consentement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Alors, je ne sais pas si vous avez vu toutes les slides, mais en tout cas, elles seront à votre disposition. Je vais m'arrêter ici pour vous laisser reprendre le fil. Si vous avez à tout hasard quelques questions, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup, Monsieur Andrea Martelletti. Et si les dieux de la technique nous permettent, nous allons vous garder en ligne afin que vous puissiez participer au débat et éventuellement répondre aux diverses questions qui seront posées. Avant de lancer le débat, je vais permettre à Monsieur Lekoyo, de terminer rapidement sa présentation de tout à l'heure. Merci beaucoup. Et pour résumer, je vais faire un bref résumé de ce que l'intervenant a dit par rapport au consentement. Retenez, il dit que le consentement, c'est une caractéristique. Comme on l'a dit, le consentement, c'est simple. Vous devez demander l'avis de la personne. Il doit répondre par oui ou non avant que nous fassions le traitement. Ça a quelques caractéristiques. Le consentement doit être libre. Imaginez, devant l'autel, on met un pistolet sur la tête de la femme, on lui demande son consentement. Donc, aujourd'hui, il y a certaines pratiques. Par exemple, lorsque j'ai parlé ce matin des opérateurs GSM, on dit, lorsque vous dites non, vous ne bénéficierez plus des publicités liées, des offres liées à vos produits, comme les bonus ou quelques événements. Alors qu'on peut les séparer. Les conditions générales de vente doivent être séparées de tout autre service. Donc, en ce moment, vous êtes libre de dire non, je ne veux pas de la publicité, mais vous continuez, vous dites oui pour bénéficier des conditions générales liées à la vente. Donc, en ce moment, on dit le consentement doit être libre. On doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de contrainte au moment où vous donnez votre consentement. Le consentement doit être aussi spécifique. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de cabinet de l'éditeur qui a collecté nos données pour nous établir des badges. S'il veut utiliser ces données ailleurs pour faire de la prospection directe, on ne doit pas mélanger les deux finalités. Par rapport au premier, voulez-vous avoir un badge pour avoir accès? Oui. Le consentement est spécifique pour là. Voulez-vous qu'on utilise vos données pour faire de la prospection directe? Oui.
vous devez répondre séparément. On ne va pas mettre ensemble, nous collectons vos données pour vous faire de la prospection directe et vous établir un badge. Je peux vouloir avoir le badge, mais comme c'est mis ensemble, je vais dire oui. Et je réponds oui également comme on voit de la publicité, alors que ce n'est pas ce que je veux. Le consentement doit être également univoque. Univoque, simplement, ça doit avoir l'interprétation. Il n'y a pas la loi là, qui ne dit rien consent. Non. Ce n'est pas valable en consentement. Non. Le silence n'est pas un consentement. Ça doit résulter d'une action. Si un formulaire sur le consentement ne doit pas précocher des cases pour vous, je peux l'oublier. On doit enlever les cases. Et si je dois faire une action, je dois aller cocher. Donc, en bref, c'est ce qu'il disait par rapport aux caractéristiques du consentement. Autre chose, le consentement est limité dans le temps. Je donne aujourd'hui, quelques temps après, ce n'est plus valable. Ça a un certain durée. Ça, ce n'est pas dans notre loi, mais dans le RGPD, oui. Aussi, il ne faut pas harceler pour le consentement. Donc, en résumé, c'est ce que M. Martelletti a dit. Là, je pense que je peux continuer sur mon champ. Maintenant, j'étais au niveau des principes que nous vérifions lorsqu'on nous saisit par rapport aux formalités. J'étais au niveau de la sécurité. Lorsque vous nous saisissez, on doit vérifier quelles sont les mesures de sécurité que vous mettez en place pour assurer la sécurité des données que vous collectez. Si ce n'est pas suffisant, on vous fait des recommandations. Et par rapport à ce que vous nous fournissez, vous avez tout mis en place, mais vous n'assurez pas la sauvegarde des données, on vous recommande d'assurer la sauvegarde pour que lorsqu'il y a un incident, par exemple, vous puissiez restaurer les informations et répondre lorsqu'il y a des sollicitations du droit d'accès. Après, je pense que j'ai vu avec vous les quelques principes que nous observons. Par ailleurs, tout à l'heure, les gens m'ont posé la question, qu'est-ce que l'APDP fait concrètement? Au regard de tout ce que j'ai eu à dire, si le responsable de traitement ne respecte pas ces conditions, on n'autorise pas le traitement, on rejette. Là, ça participe à la protection des données des utilisateurs. Aujourd'hui, il y a de cela 5 ans, pendant toute une activité de 5 ans, l'APDP évolue par mandat. Nous sommes au niveau de la deuxième mandature. Le premier mandat a eu un mandat de 5 ans, je n'étais pas encore là. La deuxième mandature a commencé en 2015. Mais au niveau du premier mandat, c'est vrai, ils ont eu des difficultés pour s'installer, ils ont travaillé rigoureusement 3 ans. On n'a eu à peine 2 dossiers de sollicitation. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de dire que nous sommes déjà à plus de 100. Donc, tout ça, c'est grâce à nos activités de sensibilisation. Nous faisons des sensibilisations, que ce soit dans l'administration publique, privée, au niveau de nos universités, les collèges. Même le 20 prochain, nous sensibilisons tous les maires sur le territoire national. Aujourd'hui, si nous sommes invités aujourd'hui, c'est parce que de plus en plus, on a plus d'audience par rapport à la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec la CCIB. Et nous avons déjà rencontré tous les chefs d'entreprise des différents secteurs et nous les avons formés par rapport à la protection des données à caractère personnel. Suite à cela, on a eu beaucoup de sollicitations. Les plaintes ont augmenté à notre niveau. Quand nous recevons les plaintes par rapport à la violation des données à caractère personnel, tout ce que nous faisons, nous constituons le dossier et nous les transmettons aux juridictions compétentes de la place. Aussi, nous avons un partenariat avec Facebook. On a célébré l'événement le 3 février de cette année. Grâce à ce partenariat, s'il y a violation vous concernant sur le réseau social Facebook, ou vous voulez manifester votre droit à l'oubli de suppression de certaines informations, à travers ce partenariat, la PDP peut répondre favorablement. Merci beaucoup. Et bon, je vais profiter pour répondre à certaines questions qui étaient posées avant, pour que ça ne revienne, pour que ces questions ne reviennent. D'accord, on va y aller rapidement. Oui. Aussi, toujours pour garantir la protection des données à caractère personnel, avec le code numérique, aujourd'hui, les responsables de traitement ont l'obligation de désigner ce qu'on appelle un TPO, délégué à la protection des données à caractère personnel. Le délégué à la protection des données à caractère personnel n'est rien d'autre que l'autorité en miniature au sein de l'entreprise, pour veiller à ce que le traitement mis en œuvre par le responsable de traitement, est-ce que ça respecte les dispositions de la loi? Et ce n'est pas toutes les entreprises qui doivent désigner un délégué. C'est en fonction de la masse de données collectées. Vous avez entendu parler du RGPD, Règlement général sur la protection des données à caractère personnel. C'est un règlement mis en œuvre dans l'espace européen qui encadre la collecte des données à caractère personnel dans l'espace européen. Mais cette loi a des impacts extraterritoriaux. Si je suis par exemple au Bénin et je collecte des informations ou j'offre des services qui ciblent l'espace européen,
cette loi s'applique à moi. Donc, bien que c'est une loi dans l'espace européen, je suis au Bénin et je mène des activités, j'offre des services qui ciblent des Européens ou qui ciblent des gens résidant sur le territoire européen, le RGPD s'applique à moi. Bien. Venons-en aux questions. En temps, on s'appelait CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Avec le code numérique, c'est devenu APDP. Mes amis, si on pouvait poursuivre pour usurpation de dénomination, ou bon, notre loi, je ne sais pas pour le reste, le livre 5e sur la protection des données à caractère personnel, je vous assure, c'est un plagiat. Et c'est un bon plagiat, ça je ne me remets pas en cause, puisqu'on a des devanciers dans le domaine qui ont eu de l'expérience. La loi sur la protection des données à caractère personnel s'est inspirée. On a jaugé, on a vu que c'est bon, on l'a pris. Bah. Le problème, cette loi même, le code numérique est en avance. Il y a certaines dispositions que même dans 20 ans, on ne pourra pas encore l'appliquer dans le contexte actuel. Bien. Aussi, les gens posent, et bon, je n'ai pas répondu à la question, bien, on a copié leur test, mais quand même le nom. Lorsque vous dites CNIL, c'est propre à eux. Et chaque pays, chaque autorité de chaque pays a son propre nom. Vous partez au Burkina Faso, SIL, Commission de l'informatique et des libertés, Belgique, CV, PV. Donc, il faut quand même, on a copié le test. Lorsqu'on dit CNIL, tout le monde pense d'abord à la CNIL française. C'est tout. Donc, on a personnalisé notre autorité. Tout, autorité de protection des données à caractère personnel. Vous pouvez mettre BAR et mettre Bénin. Transfert des données. Vous avez posé ces questions. Nos données sont transférées ailleurs. Oui. C'est un peu un transfert. Parfois, ça s'impose. Vous faites des achats en ligne. Ces données sont stockées ailleurs. Je suis un développeur. Pour garantir la disponibilité et la sécurité des données que je collecte, je préfère prendre un hébergeur d'ailleurs. Pourquoi? Parce que juste pour assurer la disponibilité. On n'a pas des serveurs, on n'a pas des serveurs qui peuvent conserver ces données ici. Le travail se fait, mais aujourd'hui on est ici, combien de fois on a déjà coupé? Mais eux-mêmes comprennent cela. On n'interdit pas le transfert, mais on dit avant de transférer, il faut que dans le pays, qu'il y ait des autorités qui assurent la protection des données à caractère personnel. Et la loi dit, même s'il n'y en a pas, on rend responsable celui qui collecte ces données. Et certains pays n'ont pas d'autorité, mais ce n'est pas pour autant. Les États-Unis n'ont pas une autorité de protection des données à caractère personnel. Mais il y a des conventions, des clauses qui sont signées entre les entreprises qui collectent ces données. Aussi, aujourd'hui, lorsqu'on parle des formalités des déclarations des données à caractère personnel, la vidéosurveillance n'y échappe pas. Vous allez constater de plus en plus que ceux qui mettent des affiches pour signaler l'existence des vidéosurveillance, tout ça, c'est des recommandations de l'APDP. Lorsque vous installez un système de vidéosurveillance, je viens ici, vous devez me signaler ça à l'entrée pour que, lorsque je vienne, je sache que je suis en train d'être filmé. Ou bien, vous allez dans le bureau d'un DG, d'un président, dans la salle d'attente, vous ignorez qu'il y a ce dispositif. Peut-être ma pique est mal faite, je me suis déshabillé pour refaire. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de m'observer. Si on m'avait signalé cela au préalable, j'aurais pris mes dispositions. Oui, bon. Aujourd'hui, les gens demandaient quels sont les résultats. Je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sollicité grâce à nos missions de sensibilisation que nous faisons un peu partout sur le territoire national. Merci beaucoup. Si j'ai omis certaines questions, vous les poserez, je y répondrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lekoyo. Monsieur Andrea est toujours en ligne. Et à mes côtés, Monsieur Varizi aussi qui va intervenir tout à l'heure. Donc, le débat est ouvert. Nous allons prendre vos questions. Notre hôtesse va se diriger vers vous. Nous allons faire promener le micro pour prendre les questions. Merci. Je remercie. Je pense que notre monsieur P a quand même bien fait de revenir sur des questions qui ont été posées tout à l'heure. Je voudrais juste demander comment est-ce que le traitement automatisé des informations est contrôlé à l'APDP.
Parce que si je me réfère bien à cette intervention du début, il était dit que quand tu viens quelque part, d'accord, où tu dois être filmé, il est inscrit quand même, on t'informe que tu seras filmé. Je dois reconnaître que tout à l'heure, en entrant ici, il n'est écrit nulle part qu'il y a une retransmission de cette séance en ligne. Alors que c'est du traitement automatisé d'informations. Merci. Merci. Nous allons répondre d'abord à la question afin que le débat soit plus animé. Et peut-être qu'il y aurait déjà des réponses à d'autres éventuelles questions. Donc, on va faire comme ça. Monsieur Lekoyo. Merci. Je ne sais pas si, mon frère, si toutefois tu as des choses à compléter après mon intervention. Ok. Bien. Avant de répondre, tout à l'heure, on a dit pour prendre les photos de quelqu'un, tout ça, on doit avoir son consentement. Même depuis, on est en train d'être filmé ici. On est envoyé sur la plateforme de Facebook. Il y a des exceptions. Il y a la notion du droit à l'image. En public, comme ça, on peut prendre votre image et poster. Mais il y aura problème lorsque nous sommes ici, on m'a pris en photo, mais qu'après, on me sort de ce contexte et que je me retrouve seul, là, il y a problème. Mais lorsqu'on est là, on vous prend en photo de famille, d'un groupe, là, il n'y a pas de problème par rapport, il n'y a pas encore violation du livre 5e sur la protection des données à caractère personnel. Par rapport au traitement automatisé, je vous rappelle, ce n'est pas que les traitements automatisés qui sont concernés par le livre 5e. Même quand on fait des traitements manuels et analogiques, lorsque vous collectez des données, même vous les conservez même sur du support papier, la loi s'applique à vous parce que vous faites l'IA du traitement, vous collectez déjà des données à caractère personnel. Comment l'APDP contrôle les traitements automatisés? Il y a ce que j'ai expliqué par rapport aux formalités tout à l'heure, là c'est la phase théorique du traitement. Vous déclarez tout ce que vous faites de façon théorique. Plus tard, comme la loi nous donne des prérogatives de contrôle, par rapport à ce que vous avez déclaré, nous nous rendons par la suite sur le terrain pour vérifier l'effectivité de ce qui a été déclaré. Donc c'est lors de nos missions de contrôle que nous arrivons à contrôler ces traitements qui sont déclarés. Si préalablement certains traitements ne sont pas déclarés et nous constatons, nous pouvons nous diriger, nous écrivons à ces entités. Il y a des entités qui n'ont pas fait des formalités. Nous les avons invitées à se mettre à jour. Aussi, je profite pour vous dire, la loi a prévu des sanctions. La loi donne le pouvoir à l'APDP de sanctionner en cas d'infraction, en cas de violation de la vie privée. Et le simple fait de ne pas faire les formalités à l'APDP, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de payer une amende allant jusqu'à 5 millions, juste parce que vous n'avez pas fait une déclaration ou bien vous n'avez pas respecté les formalités au niveau de l'APDP. Merci beaucoup. Monsieur Martelletti, Monsieur Barizi, vous voulez compléter quelque chose? Non, je pense que c'est purement leur domaine. Oui, c'est du ressort de l'APDP. Moi-même, j'ai appris d'ailleurs des réponses. Voilà. D'accord, merci. Donc, on poursuit avec les questions. Et je voudrais solliciter la bienveillance de nos intervenants afin que les questions soient assez précises et concises pour qu'on gagne en temps et en information. Si vous avez besoin d'un supplément de bloc-notes, nous sommes là, nos hôtesses vont vous en fournir. Ne faites surtout pas d'économie d'information. Donc, on poursuit. Monsieur, oui? Je veux m'asseoir, merci. Comment fait-on la différence entre les lieux publics et les lieux privés? Merci. Comment fait-on la différence entre les lieux publics et les lieux privés? Monsieur Martelletti, je vous laisse répondre à la question. Si vous voulez, bien sûr. Alors, je vais vous répondre sur ce qu'il se fait en France. D'accord. Et ce point-là n'est pas d'ailleurs une spécificité du RGPD, hein, c'est une question de droit plus générale. En France, on considère qu'un lieu privé est déjà un lieu clos. Par exemple, si vous habitez dans un immeuble, lorsque vous êtes dans le hall de l'immeuble, c'est un lieu privé.
Les lieux publics sont tous les lieux, alors déjà bien sûr dans la rue, c'est un lieu public, tous les bâtiments des administrations, lorsqu'ils sont ouverts au public, sont des lieux publics, et tous les locaux qui sont fermés au public, eux, sont des lieux privés. Donc c'est ainsi qu'on fait la distinction en France. Attention toutefois hein, de ne pas confondre hein, quand je dis lieu privé, c'est par exemple, enfin c'est pas privé au sens de votre vie privée à vous. Hein. C'est quel lieu est un lieu privé au sens du droit français et lieu public au sens du droit français. La différence qu'on peut faire en Europe, c'est que, par exemple, si on parle de vidéosurveillance, hein, car on en parlait il y a un instant, en France, on a plus d'obligations si on filme un lieu public que si on filme un lieu privé. Et donc c'est pour ça que cette différence existe juridiquement en France en tout cas. Merci. Un complément pour la juridiction béninoise, comment ça se passe? Merci. C'est simple. On dit données et lieu. C'est données publiques ou lieu public? C'était quoi c'est lieu public, c'est la question? OK. Différence Ok. entre lieu public et lieu privé. OK. Là, par rapport à la réglementation, c'est sûr qu'il y a une réglementation en ce qui concerne cela au Bénin, mais dans le lieu cinquième, il n'y a pas de distinction. Et je vous l'ai dit, ça n'a pas été abordé. Mais lorsque je dis lieu public, lieu privé, là, chez moi, à la maison, c'est un lieu privé. Lorsque je me mets déjà dans la rue, là, je suis dans un lieu public. Bon, c'est par rapport à ce que Mateletti a dit, j'ai compris que toutefois, lorsque on est dans la rue, partout il y a d'autres populations, là on peut considérer que nous sommes dans un lieu public. Lorsque je prends notre cas ici, là où nous sommes là, est-ce que c'est un lieu public ou un lieu privé? C'est un lieu privé. Parce qu'avant d'y accéder, on a été invité. Merci beaucoup. Donc je pense pour moi, les lieux publics, c'est là où je peux y aller sans invitation. Donc, sortir dans la rue, aller au parc public du Bénin. Merci. Merci. Vous permettez? Oui, je m'en vais en même temps poser la question à la PDP pour savoir, lorsque je suis en face, par exemple, de mon ordinateur ou bien de mon téléphone portable, là, je m'inscris à quelque chose, je suis dans un lieu privé à moi, c'est bien cela. Ou bien, c'est pas considéré comme lieu. Lorsque je suis devant mon écran, un device, et je m'inscris à un service, est-ce que devant mon téléphone là, c'est pas un lieu privé ou bien c'est pas un cadre privé devant mon téléphone ou devant mon ordinateur? D'abord. OK. Le portable, c'est privé. Que je me retrouve dans un lieu public, tout ce que je fais sur mon portable, c'est privé. D'accord? Question suivante. Ok. Oui, allez-y. Je remercie d'abord les panélistes. Je réponds au nom de Hugues Aoulon, je suis juriste. J'ai une question à l'endroit de M. Andrea et la deuxième question à l'endroit des panélistes. Ça dépendra de qui veut prendre. La toute première question, c'est de savoir si la destruction des données à caractère personnel n'est-elle pas une forme d'atteinte à la vie privée? Parce qu'on recueille nos informations et tout au long de la procédure, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière nous qu'on ne sait pas. Mais après, lorsqu'on finit, on ne nous donne pas des nouvelles que voilà, on a fini. Est-ce que réellement c'est détruit? La deuxième question, c'est de savoir si nos données, après utilisation, sont-elles vraiment supprimées? Parce que par erreur, parfois on supprime, mais l'information est stockée quelque part, on ne sait pas sur quel serveur. C'est pour savoir si c'est vraiment supprimé. D'accord, merci. Monsieur Martelletti, la première question vous est adressée. Oui. On considère plutôt que la destruction des données est au contraire une mesure de protection de la vie privée. Et c'est une mesure qui pose très concrètement et en toute transparence beaucoup de problèmes aux entreprises pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'elles ne veulent pas supprimer les données, parce qu'aujourd'hui les données sont la plus grande valeur d'une entreprise. Et d'ailleurs à ce propos, vous avez peut-être vu il y a quelques années que le groupe Yahoo, que vous connaissez, qui est un très très grand groupe, a été racheté par un groupe encore plus grand. Et pendant la période de rachat, Yahoo a subi
un incident de sécurité, une violation de données, qui a fait chuter sa valeur de rachat de 500 millions. Donc c'est une preuve directe que les données et la protection des données sont une valeur de l'entreprise, puisque à cause d'un problème de données, Yahoo a perdu 500 millions de valeur. Donc la destruction des données a vraiment vocation à les protéger, et les entreprises ont du mal à les détruire, déjà parce qu'elles ont l'impression de jeter quelque part de l'argent par la fenêtre, puisqu'elles se disent, si je garde les données, je vais pouvoir les exploiter et générer du profit. Et le deuxième problème, c'est un problème d'organisation. Techniquement parlant, beaucoup d'entreprises ont beaucoup de mal à supprimer les données, justement, et c'est ce que vous soulignez dans la deuxième question, parce qu'elles ont du mal à le savoir où elles-mêmes, elles ont rangé les données. C'est exactement comme si vous étiez un enfant avec une chambre très mal rangée et des jouets partout. Si je vous demande de trouver un jouet précis, vous allez mettre beaucoup de temps à le trouver et à pouvoir le mettre à la poubelle. Dans beaucoup d'entreprises qui étaient mal structurées à l'origine, parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas les mêmes obligations, c'est très dur de supprimer les données parce qu'elles ont du mal à trouver la source des données. Et parfois même, dans les systèmes informatiques, les données sont liées à beaucoup de choses, et supprimer une donnée à un endroit peut aller casser une autre donnée qui n'avait a priori rien à voir. Donc ça demande un gros travail de fond, de réorganiser l'informatique, les serveurs, etc., pour pouvoir automatiser tout ça. Mais la logique du RGPD, c'est de dire, on oblige les entreprises à supprimer les données, justement pour respecter votre vie privée. Quand l'entreprise n'en a plus besoin, elle doit jeter les données. Et pour répondre partiellement un peu à la deuxième question aussi, c'est qu'on a, donc il y a bien sûr ce principe de destruction des données, mais il y a un autre principe de transparence vis-à-vis des données que l'on traite. Et donc vous avez le droit dans le RGPD, et c'est repris de façon très très similaire dans le code du numérique, vous avez le droit de demander à une entreprise si elle traite des données sur vous. Donc d'abord, vous pouvez demander, l'entreprise vous répond, et si vous voyez qu'elle traite trop de données, vous pouvez la contraindre à les détruire. En tout cas, c'est bien sûr le principe. Derrière, pour pouvoir prouver ou être certain que l'entreprise a respecté, ça c'est bien sûr plus difficile, et c'est un autre sujet. Il y aura toujours des entreprises qui tenteront probablement de tricher. Mais en tout cas, voilà, le principe, c'est bien de protéger la vie privée, de vous permettre de savoir si une entreprise traite des données et d'obliger les entreprises à supprimer les données dès qu'elles ne sont plus utiles. Merci pour votre question. Ok, merci. Il y avait une autre question, je vais répondre d'abord et vous... Bien. On avait posé une question avant, est-ce qu'on peut réellement protéger toutes les données? Là, c'est là on perçoit la difficulté. Je suis un responsable de traitement, on m'a dit de supprimer. Et je vous annonce que j'ai supprimé. Est-ce que c'est réellement fait? C'est vraiment complexe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé en France, un étudiant, un jour, il dit à son professeur, bientôt moi je serai millionnaire. On dit, ah bon? Il dit oui. Ok. Il est devenu millionnaire, hein. Vous savez pourquoi? Okay. Il a été sur sa plateforme Facebook. Il demande à Facebook, il manifeste son droit de suppression de son compte. Il supprime ces données. Lorsque vous supprimez, Facebook vous donne un délai. Je ne sais pas, 15 jours. Bon, il a attendu, le délai est passé, il a toutes les preuves qu'il a demandées, il a eu l'information que ça a été supprimé. Quelques mois après, il écrit à Facebook, toi Dassé, quelles sont les informations que tu as sur moi? Ayant oublié que, bon, conservant toutes ces données, Facebook lui a communiqué ces données. Donc, il a porté plainte. On lui a trouvé raison. Dédommagement. Vous savez comment on fait ce dédommagement par au Bénin? Vous êtes condamné à payer ou condamné tel. Bon, et il est millionnaire. Donc, vraiment, vous nous aidez à mieux vous protéger. Aussi, lorsqu'on parle de destruction des données, il y a deux aspects. La loi pour nous protéger dit oui. Lorsque vous n'avez plus besoin de ces données, à quoi bon les conserver? Une fois que c'est conservé, toutefois, des intrus peuvent accéder à ces données. Donc ça, dans le principe de la protection des données. Il y a un autre aspect. Vous avez votre compte à la banque et vous allez un jour dire qu'on a perdu vos données. Là, c'est une violation.
Donc la loi dit, toute personne qui conserve vos données, au moment du traitement, il doit mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de ces données, pour assurer que ces données soient intactes contre la destruction, contre la suppression non autorisée. Merci beaucoup. Je voudrais prendre cette question. Bon, oui. Je serai bref. Et Junaidou m'appelle. Je voudrais savoir, depuis l'installation de l'APDP, est-ce que une entreprise ou des entreprises ont eu des antécédents judiciaires et quel en a été le verdict? Merci. Aussi, je voudrais inviter les participants, si vous avez des compléments d'information, n'hésitez pas. Bien. La question, c'est de savoir s'il y a eu des poursuites judiciaires au Bénin par rapport aux entreprises, par rapport à la violation de la vie privée. Bon, à l'heure actuelle, je n'en connais pas. Mais on a eu des plaintes de particuliers qui ont porté plainte contre une banque de la place. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'individu a été travaillé dans la banque, un maintenancier. Après son départ, un personnel constate que son téléphone a disparu. Donc, pour eux, c'est le prestataire qui a intervenu. Donc, on l'a rappelé, il est venu. On lui a demandé sa pièce d'identité. On lui a fait notifier qu'il y a ici. Il dit non. Lui, ce n'est pas lui qui a pris. Après, il est parti. Ils ont mis sa photo sur les réseaux sociaux. Ils ont mis prestataire indélicat. Et ça a circulé. Donc, il nous a saisi pour porter plainte pour atteinte à sa vie privée. Qu'est-ce que la PDP a fait? C'est vrai. Lorsqu'on entre dans les poursuites, c'est des moyens. Et comme nous avons des juridictions compétentes, les tribunaux de la place, comme c'est un droit, peuvent aussi répondre de toute violation, peu importe le contexte, droit personnel, droit privé. On leur a confié le dossier. La suite à donner, ils sont toujours en train de débattre par rapport à cela. On a eu un autre dossier par rapport à... Arrivé à l'aéroport, je ne veux pas donner de nom d'entreprise, il y a des entreprises qui collectent nos données. Arrivé à l'aéroport. Donc, un passager nous a saisis parce qu'on a eu à collecter ces données. Nous avons engagé les poursuites, on a confié aux tribunaux, ils ont engagé, mais ce dernier n'a pas eu gain de cause parce que le gouvernement qui a autorisé ce traitement et le code du numérique donne pouvoir au gouvernement d'autoriser les traitements qui entrent dans le cadre de la sûreté de l'État. Et bon, ce n'est pas une question, je ne sais pas, il y a des agents de l'OCRC dans la salle? Non. Non, visiblement. Non, ok. Bon, on n'a pratiquement qu'une dizaine de minutes pour clôturer. On va prendre 2 questions pour aller très vite. Si vous permettez, Oui, allez-y. au niveau de la question concernant la suppression des données, je voudrais ajouter que si la donnée a été collectée et peut-être le propriétaire même de la donnée ne manifeste pas qu'il veut que sa donnée soit supprimée et que l'entreprise voit qu'il en fait déjà usage, bon, c'est entre autres raisons pour lesquelles les données sont encore conservées. Et je pense que M. Andrea l'avait ajouté que, entre autres, il y a parfois de liens entre les données là. C'est-à-dire la donnée qui était collectée et dont l'usage avait été fait de quelque chose, mais le nouveau système d'information communique peut-être avec ces données-là. Donc, le fait que vous demandez, par exemple, de supprimer l'ancienne donnée, ça peut porter atteinte au nouveau traitement informatique. Donc, c'est pourquoi, lorsque celui qui a la donnée même ne manifeste pas son désir de faire supprimer sa donnée, elle est conservée et puis, voilà quoi. Merci, M. Varizi. Donc, on va prendre les 2 dernières questions. On va prendre le monsieur ici. Il y a déjà quelqu'un. C'était un complément d'information. Bon, je m'appelle Bello Quinn. On ne voit pas l'intervenant. Bon, on vous écoute, Je m'appelle Bello Quinn, juriste en formation, activiste des droits humains. Ma question concerne le piratage et détournement des données, je ne sais pas trop.
Vous avez déjà parlé un tout petit peu de ça, mais j'aimerais comprendre davantage. Que fait l'APDP concernant cela? Et la responsabilité de qui sera engagée? Est-ce la victime? Et comment identifier l'auteur? La faute, c'est qui? Soit la victime ou le responsable du traitement. D'accord, merci. Je pense que c'est une question directement adressée aux représentants de l'APDP. Merci. Je pense c'est pourquoi je demandais tout à l'heure s'il y a un représentant de l'OCRC. L'OCRC, Office central de la répression de la cybercriminalité. Donc, toute infraction commise aux moyens électroniques aujourd'hui, c'est eux qui en répondent. Et ils ont beaucoup de plaintes à leur niveau. Même aujourd'hui, avant de venir, j'ai été saisi par un homme politique parce qu'il y a eu atteinte à sa vie privée, chantage. Donc, effectivement, l'APDP ne traite pas directement de ces infractions, mais nous les confions. Comme on a une institution de la place qui s'en occupe, on se réfère à l'OCRC. Et ils reçoivent, je peux vous assurer, ils reçoivent, mais il se pose un problème de moyens techniques. Lorsque, pas mobile money, n'en parlons pas. Maintenant, il faut à un moment donné, lorsque le malfrat ou le délinquant utilise son téléphone, on peut évidemment le localiser. Mais si vous localisez ici, vous partez. À un moment donné, il est déjà ailleurs. À l'instant T, aujourd'hui, la police est en train de faire un travail pour pouvoir accélérer le processus. Sinon, qu'est-ce qui se fait lorsque vous portez plainte et que ce n'est pas un moyen de téléphone, on doit localiser la personne, on doit faire une réquisition d'abord au niveau des opérateurs ISM. Le temps que ça va prendre, ça passe dans les mailles de la police. Mieux, il y a les malfrats commettent des infractions et partent même jusqu'à la banque, faire le retrait par les moyens le produit qu'on utilise pour le retrait plus fréquemment, Western. Vous voyez? Bien qu'il y a eu, l'OCRC a présenté un cas, bien qu'on ait identifié que c'est un délinquant qui doit récupérer, ils ont mis tout en place, mais ce dernier a pu récupérer sans qu'on ne l'arrête. Donc vraiment, c'est des moyens et l'OCRC est mieux placé. Mais sachez juste qu'il y a quand même une institution qui s'en occupe. Ils font du mieux que possible. Mais tous les cas ne sont pas traités à 100%, comme nous les aurons souhaité. Ailleurs, M. Mateliti va le dire, si vous commettez une infraction là, automatiquement, la police a accès à la base de données, je ne sais pas comment, mais Suchamp peut identifier là où la personne est, quel relais il a utilisé et le temps. La police le dit chaque fois. Le temps est vraiment nécessaire dans ce cas. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai. Et sachez une chose, tous les cybercriminels se nourrissent des données à caractère personnel. C'est leur or. Merci beaucoup. On va laisser M. Mateliti nous donner son... Vous permettez rapidement. Je pense que c'est l'occasion de dire à tout le monde que les messages ou bien les alertes que vous recevez, qui vous disent « cliquez ici pour recevoir 50 mots gratuits », cliquez ici pour recevoir 500 mots gratuits. Le gratuit n'existe pas. Lorsque vous cliquez, vous permettez à ces gens-là d'infiltrer votre téléphone. Et c'est à partir de ce moment-là qu'à tout moment, ils peuvent avoir accès à tous vos comptes. Vous êtes d'office vulnérable. Oui, justement. À partir de ce moment, vous êtes vulnérable. Ils ont infiltré votre téléphone et ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Vous voyez. D'accord. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, faites aussi beaucoup attention aux applications de Play Store. Vous téléchargez, mais c'est même dit, lorsque vous téléchargez cette application, nous aurons accès à votre galerie, à votre messagerie, à votre téléphone. À vous de voir si je télécharge un dictionnaire qui veut avoir accès à ma galerie, qui veut avoir accès à ma vidéo. À vous de voir. Je télécharge un jeu qui veut avoir accès à mon répertoire de téléphone, tout ça, à mon mail. À vous de voir et savoir cliquer. Merci beaucoup. Merci. Nous allons laisser M. Mateliti nous expliquer brièvement comment ça se passe en territoire européen avant de prendre la dernière question au niveau de M. Alao. Merci. En Europe, nous avons, et en France plus particulièrement, nous avons aussi un organisme spécialisé sur les questions de sécurité qui s'appelle l'ANSSI, mais peu importe. L'ANSSI travaille beaucoup en coopération avec la CNIL, donc le régulateur français. Pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, ça n'est pas l'utilisateur qui voit sa responsabilité engagée le plus souvent.
C'est vraiment la responsabilité du pirate, hein, du hacker que l'on va rechercher. Et c'est le travail des entreprises que de sensibiliser les personnes pour qu'elles ne se fassent pas avoir en cliquant dans un mail, etc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une très forte progression des piratages, des hacks, etc., en France et aussi en Europe. Et ce que je peux vous dire, c'est que même récemment, une personne est décédée à cause d'un piratage, puisque les pirates se sont attaqués à un hôpital. Le système informatique de l'hôpital a été paralysé, et du coup les médecins ne savaient pas ce qu'ils devaient faire pour un patient, car ils n'avaient plus accès au dossier, et il se trouve que ce patient est décédé. Et donc que l'on sache, c'est le premier décès en Europe qui est dû à un piratage purement informatique. Donc c'est un vrai enjeu, une très très forte croissance de ce sujet, et c'est clairement le plus gros enjeu pour les entreprises européennes, mais je pense mondiales, dans les années à venir, hein, bien sûr, au-delà même du juridique, la sécurité, la protection des données et les mesures anti-piratage, c'est clairement là-dessus que les entreprises doivent se concentrer, puisque ça augmente beaucoup et il y a des conséquences évidemment très graves. Merci, Monsieur Alao, pour la dernière intervention. Merci de me permettre d'intervenir. Je ne devrais pas, mais j'ai quand même une question pour resituer un peu le débat. Monsieur Imran nous a parlé de l'APDP, et comme Andrea vient de le rappeler, il y a l'ACI qui s'occupe du système d'information, des services des systèmes d'information, et il y a l'ANSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, à laquelle d'ailleurs est rattaché l'OCRC, l'Office central de répression de cybercriminalité. Et tout ce qu'ils font de répressif, d'enquête, d'expertise judiciaire, on leur reconnaît cela. Ma question à M. Omran, quand est-ce que la PDP veut commencer par effectivement appliquer les sanctions qui sont de son ressort? Parce que lorsque vous laissez les entreprises et que vous vous en arrêtez à des simples blâmes, des demandes d'explication, on se dit, est-ce que le code trouve application? Parce que dans le code, il y a des peines qui sont de votre ressort en tant qu'autorité indépendante. Mais lorsqu'en tant qu'autorité indépendante, vous revenez encore vers l'OSCRC pour faire ce qui relève de votre mission, on est un peu perdu et on se demande, est-ce que le code trouve application? Parce que vous avez la possibilité de sanctionner les entreprises, comme ça se fait avec la CNIL. La CNIL, en France, sanctionne régulièrement les entreprises. Récemment encore, c'est H&M qui en a eu. Régulièrement, la CNIL nous montre qu'elle est une autorité indépendante qui sanctionne, qui frappe, qui rappelle à l'ordre, même l'État, lorsque les lois sont violées. Mais on n'a pas encore senti ça sur le terrain avec la PDP. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne voit pas vos sanctions? Merci, M. Alao. Si à l'état actuel, si la PDP devait sanctionner, je vous assure, personne ne serait épargné. Même actuellement, ici, il y a tellement d'infractions par rapport à la vie privée que je ne veux pas, je veux pas être celui qui va gâter cette conférence. Mais par rapport aux formalités, même, j'ai parlé, c'est exprès, tout le temps j'ai eu à parler des badges, M. Alao doit pouvoir comprendre. La PDP s'est inscrite dans une politique de sensibilisation. Pour que tout le monde, pas tout le monde, mais pour que plusieurs personnes soient sensibilisées par rapport à la loi sur la protection des données à caractère personnel. Sinon, après, on va dire, on ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Le dirigeant actuel est dans la dynamique de sensibiliser. Et personnellement, je milite à la PDP pour qu'on engage déjà les procédures de sanction. Et je souhaite vivement que la prochaine mandature, je vous ai dit, la PDP a un mandat de 5 ans, la deuxième mandature finit en décembre prochain. J'espère vivement que la prochaine mandature va s'atteler sur ce plan, parce que ça nous fait au minimum déjà 7 ans de sensibilisation. Si ça ne tenait qu'à moi, les sanctions sont aussi des moyens de sensibilisation qui marchent très bien. Vous sanctionnez une, deux, trois personnes,
Le reste, ça prend. Donc, qu'est-ce qui empêche pour le moment? C'est notre politique qu'on s'est fixée. Pendant 5 ans, nous devons sensibiliser. Et aujourd'hui, nous sommes mieux connus. Après, on ne pourra pas dire on n'est pas informé. Même si vous n'êtes pas informé, on doit vous appliquer les différentes sanctions. Ça va venir, ça ne va pas tarder. C'est vrai, en Europe, la CNIL française sanctionne au jour le jour. Eux aussi, n'oubliez pas, c'est des moyens. Et comme vous l'avez dit, comme il y a des juridictions compétentes qui sont spécialisées déjà là, ça nous fait d'économie à nous lorsqu'on leur confie les dossiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lekoyo, Monsieur Varizi, Monsieur Martelletti, et à tous les intervenants dans la salle. Nous sommes au thème de ce 3e panel et au thème des panels de cette première journée de la conférence de module du Master droit du numérique. Je rappelle que la conférence est diffusée en direct sur la page Facebook Conférence Master droit du numérique. Et pour toute autre information complémentaire, vous pouvez aller sur le site du cabinet Lebeler Consulting en tapant www.master-dn.com. Et les inscriptions pour les masters au niveau de l'université IGIB pour le parcours cyberspace, technologie et innovation sont ouvertes, et également le parcours e-juriste. Le parcours e-juriste est ouvert pour le master 1 et 2, c'est-à-dire au niveau licence, et le parcours cyberspace, c'est pour le niveau maîtrise. Donc, c'est pour les acteurs du métier ou pour un acteur ayant au moins un niveau bac plus 4. Donc, merci. Si vous avez d'autres interventions, d'autres préoccupations, vous n'avez qu'à aller sur la page Facebook du site. Nous vous répondons en temps voulu. Voilà, merci beaucoup. Merci pour la patience. Merci pour la ponctualité et la promptitude. Nous espérons vous revoir demain et après-demain. Merci. Bon, vous allez encore applaudir à nouveau. Ce n'est pas encore la conclusion. Je ne partirai pas quand même sans vous donner quelques conseils pour mieux protéger vos données à caractère personnel. Aujourd'hui, manifestez vos droits d'accès, surtout au niveau des opérateurs GSM. Demandez-leur par rapport à votre numéro, par rapport à votre nom, combien de personnes sont inscrites dans leur base de données qui utilisent vos noms. Un opérateur GSM l'avait fait entendre par rapport à partir d'un code. On peut taper le code et vous avez la liste des numéros en votre nom. Je l'ai fait, j'avais trouvé 7, alors que je n'ai que 4 numéros chez l'opérateur. Donc, c'est quand on vous saisit, quand un cybercriminel utilise vos noms, il vous crée des problèmes. Lorsque l'OCSC vous appelle, c'est pour répondre de ce tas. Les gens prennent des millions et c'est vous qui payez la sanction. Vous serez emprisonné à leur place. Aujourd'hui, les navigateurs que nous utilisons offrent ce qu'on appelle la navigation privée. Activez la navigation privée pour vos recherches. Le but de cela, ça supprime les cookies. Ça limite les cookies. Aussi, lorsque vous voulez faire des achats en ligne, ce n'est même pas privilégié. Veillez à ce qu'il y ait un cadenas sur la barre où vous tapez l'URL. Et notez qu'on a bien HTTPS pour dire que c'est sécurisé. Et aussi, faites beaucoup attention à ce qui est gratuit. Même si c'est payant, ça n'exclut pas qu'on collecte nos données. Non. Mais surtout quand c'est gratuit, faites beaucoup attention. Les offres d'emploi, les bourses, les voyages, les applications, les différents liens. Visa Canada. J'ai signalé ça fatigué, mais ça revient. D'accord? Merci beaucoup. C'est vos données, prenez-en conscience. Et faisons une utilisation judicieuse des différentes technologies de l'information et de communication. Merci. Merci à vous. Monsieur Andrea Martelletti, un mot de fin? Alors, je pense que tout a été dit. D'accord. Merci. Monsieur Varizi. Dans les conseils, il a effectivement tout dit, mais je vais insister une fois encore sur les liens. Je vais insister parce que désormais, avant, les caractères spéciaux n'étaient pas acceptés dans les liens. Maintenant, les caractères spéciaux sont acceptés dans les liens. Vous allez voir, par exemple, airfrance.fr. Vous allez vous dire que c'est bien écrit, alors que le A a un accent, un caractère spécial qui a été accepté. Et donc là également, c'est les pirates. Ou bien une traite d'union, tout simplement, et là encore, vous tombez sur les pirates. Vraiment attention, surtout aux liens. Faites très attention. Merci. D'accord, merci. Et je vous exhorte à vous rapprocher de l'APDP, du cabinet Lebeler Consulting, pour vous informer davantage. Monsieur Lekoyo l'a si bien dit, nul n'est censé ignorer la loi, et nous savons très bien que la loi, elle est très vaste. Donc, on va se rapprocher des professionnels pour essayer de se protéger au maximum.
Merci beaucoup et bonne suite de soirée à vous.